Bonjour Boris, Bonjour Christelle, comment vas-tu? ça va très bien. Boris, dis-moi, est-ce que tu peux déjà pour commencer nous parler un peu de toi, de qui tu es et de ton activité, s'il te plaît? Oui. Eh ben, moi je m'appelle Boris Le Goffic, du coup j'ai 29 ans, je viens d'avoir 29 ans au mois de janvier. Je suis breton, je suis né à Lannion dans les Côtes-d'Armor. J'ai fait toute ma scolarité moi à Lannion au départ, et puis après en Bretagne, puis après en école de commerce à Bordeaux. Je J'ai monté ma société du coup qui s'appelle Endro Cosmétique en 2019. Donc ça va faire 3 ans et demi là maintenant qu'on a lancé Endro. J'ai lancé ma société avec ma compagne, qui est Marion Le Goualer, qui était avec moi au lycée à Lannion. Donc on est à la fois associés dans la vie, mais aussi en entreprise. Chouette. Donc ouais, c'est chouette. Ça, c'est pas mal de défis tous les jours, Hmm. mais c'est assez chouette. Et, et tout se passe bien aujourd'hui. On va en parler hein, évidemment, mais on est revenu du coup vivre chez nous à Lannion. On a monté la boîte à Lannion parce qu'on est, bon déjà parce qu'on aime la Bretagne, on aime bien y habiter, mais aussi parce qu'on avait toutes nos ressources de démarrage aussi en Bretagne. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de revenir chez nos parents, de revenir à la maison et puis de s'appuyer sur des choses qu'on connaissait, parce que quand on lance une boîte au début, bah, c'est bien d'avoir quelques repères quand même. Hmm. Je comprends tout à fait. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé jusque-là, comment Andro s'est construit en fait à partir de tout ça et de cette histoire-là? Ouais. Bah moi, je fais école de commerce. Ma volonté, c'était de bosser comme commercial dans un grand groupe et puis de faire une carrière dans un grand groupe. Donc, je rentre chez Coca-Cola en 2017-2018. Je fais 1 an et demi là-bas, puis je me rends compte qu'en fait, c'est pas forcément fait pour moi. Pour deux choses principalement. Déjà, ils mettaient en avant plus la politique plutôt que les compétences. Et j'avais tendance à être un peu fonceur, vouloir aller un peu plus vite que la musique, etc. Donc on m'a vite calmé, on m'a dit, bah toi, petit coco, tu vas rester dans ton coin, faire ta mission, et ce sera déjà très bien. Hmm. Et parce que je me suis rendu compte que pour faire une vraie carrière, il faut attendre 15 ans avant d'avoir un poste intéressant, et que j'avais pas du tout envie d'attendre 15 ans. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas fait pour moi. Marion, elle était architecte, donc rien à Ok. voir aussi avec la cosmétique. Euh, Elle a une âme, on va dire, de créatrice dès le départ. Plutôt, elle va être dans la conception, dans la créativité, euh, dans, au départ. Donc on avait des profils assez complémentaires. Ouais, c'est Elle, chouette. elle attendait de l'architecture quelque chose de beaucoup plus enrichissant que simplement faire des plans, des immeubles et après lancer chez les promoteurs. Donc en fait, elle s'est rendue compte aussi qu'elle rentrait dans une grosse machine qu'elle voulait pas forcément développer. Donc on s'est tous les deux dit à ce moment-là, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Et puis bah tous les deux, la réponse ça a été non. Et à côté de ça, et ben elle avait créé un déodorant pour elle. Donc c'était 2019, c'était la grande époque du do it yourself. Ouais. Ça l'est toujours, mais c'était là où ça commençait vraiment de faire soi-même via YouTube son déodorant. Nous ça a démarré par un déo. Et Marion, il faut savoir qu'elle avait une grand-mère qui était très dans les huiles essentielles, les huiles, les beurres. Voilà, elle avait déjà cette démarche à la fois de faire Hmm. soi-même et à la fois zéro déchet. Tout était dans les bocaux à la maison. On Ok. achetait qu'en vrac. Moi, j'y étais pas du tout hein, au départ. Hein. C'est vraiment, j'ai été converti au Elle fur et à t'a mesure. convaincu? Elle m'a convaincu. J'ai compris que c'était pas si compliqué que ça. Ouais. Et du coup, Intéressant. je me suis dit bon bah pourquoi pas démarrer. Donc, elle fait ce produit-là. Moi, j'y croyais pas du tout. Un déodorant à mettre à la main. Donc, c'est comme une petite crème en fait directement dans un petit pot de 50 ml. Un déodorant à mettre à la main sous les aisselles. Moi, j'avais le bon vieux pchit et ça marchait très bien. Bon, après, quand j'ai commencé à m'y intéresser, bah, j'ai vu tous les problématiques que ça pouvait poser. Et puis, elle me convainc que pourquoi pas lancer le projet. Et à ce moment-là, il y avait un appel à projet de mon ancienne école de commerce, donc Catch Bordeaux, et qui cherchait des projets innovants. Et je dis, bon, bah, allez, on y va, on teste, on lance. Et on fait un business plan en 4 heures, je pense. On avait déjà un petit produit fini à mettre en photo parce qu'en fait, elle le faisait déjà à la maison, elle le Hmm. faisait déjà dans le bocal qui est encore aujourd'hui. Et du coup, on lance le projet, mais avec aucune envie d'aller plus loin presque, mais c'était juste pour se marrer, quoi. Et le projet est sélectionné. Donc du coup, 15 jours après, on est amené à le pitcher, sauf que le pitcher, on avait rien préparé. Donc
Bon, on prépare un petit peu, on essaie de trouver un nom. D'ailleurs, c'était pas Endro au départ, ça s'appelait Base. Base parce que basique, mais il Mm. s'avère que c'était pas forcément idéal en termes de SEO, SIA. Enfin bref, il y avait pas mal de choses qui marchaient pas. Effectivement, oui. Et du coup, bah, on y va à cet entretien-là. On est à deux. Et puis, il s'avère que bon, bah, j'avais quelques notions quand même de commerce, quelques notions de création aussi, parce que voilà, les assos et tout ça à l'école. Et du coup, on passe à la deuxième étape et on est pris dans l'incubateur. Et là, on se retrouve en fait tous les deux. Moi, j'avais déjà démissionné de chez Coca. Elle, elle était architecte, Marion, à ce moment-là. Et on se dit, bon, bah, moi, je mène le projet. J'essaie de l'amener le plus loin possible. Et puis, euh, et puis, si ça marche, toi, tu démissionnes. Ok. Puis, du coup, Un on par fait un, comme quoi. ça. On est à Bordeaux à ce moment-là. On savait pas du tout comment, par où démarrer. Aucun de nous deux ne venait de la cosmétique. On n'y connaissait absolument rien. Et on se fait accompagner par l'incubateur à Bordeaux, plutôt sur la partie compta, finance, business plan, communication, travailler un peu ses valeurs, son image de marque, ses prix. Mais par contre, sur la partie cosmétique, donc on se rapproche un peu des savonniers en Bretagne, on se rapproche des syndicats de la cosmétique, on essaie de trouver un laboratoire, mais personne ne voulait de nous parce que personne croyait au produit et encore moins sur les quantités qu'on voulait. Nous, on voulait démarrer avec des unités à 300, 400 unités quoi, pour démarrer. Quoi. Ouais. Et 300, 400 unités en cosmétique, ça sert à rien. Enfin, personne veut de toi. Mm. Donc, Trop petit comme trop projet. petit, exactement. Mais on lance quand même le projet. Donc, 3 mois après, hein, le 5 juin 2019, on lance le projet et on le lance via une campagne Ulule et on voit. Sauf qu'on passe 6 mois après Respire. Donc, c'était pas forcément l'idéal, parce qu'il venait de faire une grosse campagne sur le déo. Ah oui, Mais notre effectivement. projet plaît bien. On arrive à faire quasiment 2000 ventes. Ok. Donc, ça nous fait quasiment à 10 euros le produit, ça nous fait quasiment 20 000 euros pour démarrer. Nous, on avait mis 3 000 euros dans le projet. Et, euh, et là, on se dit, bon, bah, c'est parti, quoi. Hein, ça marche bien. On finit la campagne fin juin et du coup, on rentre tous les deux, en fait, en Bretagne. On trouve un petit local et on démarre les productions nous-mêmes, en fait. Ok, donc avec Marion, vous étiez deux du coup à faire les premiers déodorants de la marque Andro. C'est Ouais, ça? c'est ça. Donc, la première production, elle était chez mes parents, Ok. dans la cuisine. Donc, vraiment, on a démarré dans la cuisine. Après, on s'est rapproché de la communauté de communes. Ils ont loué un local ou un petit laboratoire. On va dire c'était plutôt une paillasse, hein, comme on peut Ouais. avoir en physique en SVT. Et on faisait nos petites prods par 100, par 200. Le matin, c'était les prods ou le marché. On faisait les marchés tous les jours pendant l'été. Donc, on a fait les marchés et on a commencé à vendre tous les jours nos déodorants. On en vendait entre 3 et 30 par jour. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire nos premières ventes. Ok. Super. Et du coup, c'est quoi les défis en fait? Enfin, là, tu nous en as raconté un peu quelques-uns parce que finalement, en fait, vous-même quelque part, vous avez fait ça un peu par challenge. Vous y croyez même pas limite au départ. C'est le projet qui a pris plus vite que ce que vous-même vous Ouais, y attendiez. ouais, Et bah en après, fait, c'est ouais. c'est vraiment testé aussi, hein, c'est ce que je dis toujours. Honnêtement, nous, on a eu de la chance, on arrive au bon moment. La cosmétique naturelle aussi était sur une grosse pente ascendante. Il n'y avait pas énormément de marques encore. Donc, il y avait plein de sujets qui, à ce moment-là, on avait bien packagé le produit quand même. On avait déjà des, une identité très bretonne. On s'est servi beaucoup de nos racines bretonnes pour démarrer. Et ça a bien fonctionné. Le local était en train d'exploser. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a démarré. Mais ouais, c'est vrai qu'au départ, on ne connaissait rien à l'entrepreneuriat et rien à la cosmétique. Donc ça faisait quand même deux gros challenges. Et quand on est rentré en Bretagne, que j'ai dit à mon père, bah, je vais lancer des déodorants dans des petits bocaux consignés, il m'a dit, bah, t'es gentil, mais ton école de co à 40 000 euros, ça fait quand même un peu chier, quoi. Donc, Hmm. donc T'as pas forcément eu le soutien tout de suite. En tout cas, ils y croyaient pas forcément autour bah, de toi. le soutien, si, Soutien si. mais si, ils m'ont dit, bah, écoute, c'est une expérience, tu vas le voir. Eux, ils se sont mis à fond derrière nous, mais Ah, ok. avec le même état d'esprit de se dire, bah, tu vas faire ton expérience et puis après, bah, tu retourneras à quelque chose de plus classique. Le Ok. père de Marion, il lui a dit, je vais faire le deuil de ma fille architecte, par exemple. Hmm. Donc tu vois, c'est vraiment parce que c'est 5-6 ans d'études, c'est assez compliqué. Et puis, bah, tu te dis, bah, ma fille, elle est architecte, bah non, d'un coup, elle se retrouve sur les marchés à Lannion. Pour les parents, des fois, c'est pas forcément super facile, quoi. Oui, c'est pas ce qu'ils avaient envisagé à la base, quoi. Non, 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 c'est pas du tout ce qu'ils avaient envisagé. J'imagine. Et du coup, il y a
au départ, il faut accepter le truc. Et ça, je peux comprendre que ça peut être compliqué. Ça marche. Et du coup, aujourd'hui, alors, vous en êtes où? Donc, tu me disais, c'est il y a 3 ans et demi. Donc, en 3 ans et Ouais. demi, là, aujourd'hui, vous en êtes où avec Marion? Bah, nous, on lance ça un peu comme ça. Donc, très rapidement. Donc, sur les marchés, au bout de 2 mois, l'été, on arrête parce que c'était l'été, c'était très bien pour lancer, mais les marchés toute l'année, ça servait à rien. Donc, c'était très touristique. Donc, ça nous a permis de faire 15 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Donc, ça mettait quand même du beurre dans les épinards pour pouvoir faire les prochaines productions, Mm. parce que tout était autofinancé, hein, donc on n'avait pas de prêt à la banque, ni rien. On lance notre site internet, on commence à démarcher le B2B. Moi, j'étais commercial chez Coca-Cola Grand Compte, donc j'avais quelques notions. On se fait accompagner par un pote d'école qui avait créé des sites de dropshipping et qui nous fait notre site en une semaine, un truc qui marchait bien, propre, avec les créas de Marion, du coup, qui maîtrisait tous les logiciels, elle, Alors, avec le côté architecte. juste pour peut-être ceux qui connaissent pas, tu peux préciser ce qu'est le dropshipping, parce que peut-être qu'il y Ouais. en a qui nous écoutent et qui savent pas. Le dropshipping, c'est le fait de vendre sans intermédiaire. Donc, en gros, en étant l'intermédiaire, on va dire, c'est des sites internet qui sont créés, qui font l'intermédiaire entre le fabricant et directement le consommateur final. Donc, souvent, ce qu'on appelle dropshipping, c'est des produits asiatiques qui sont vendus sur des sites français et qui sont envoyés directement d'Asie vers le consommateur final. Donc, voilà. Donc, nous, cette personne-là, elle nous accompagne toujours aujourd'hui. Hein. Salut Théo, qui est très bien. Et puis, du coup, on lance notre site internet, on commence à démarcher des magasins. Grâce à la campagne Ulule, il y a quelques magasins qui étaient déjà venus, donc on avait déjà une vingtaine de points de vente. Et moi, je crois tout de suite au B2B et pas du tout au B2C. Donc, Ok. je me dis plutôt, j'avais cette pensée-là aussi au départ, que le B2B marcherait beaucoup plus que le B2C. Je voyais pas pourquoi les gens achèteraient du vidéo sur Internet. Mm. Encore une fois, je me suis planté, mais c'était pas si idiot de démarrer le B2B très rapidement parce qu'on voit aujourd'hui quand même que qu'avoir que un canal B2C, c'est très complexe. Ok. Et du coup, je démarre tout seul. Je prends ma voiture, je vais en Bretagne et je démarche tous les magasins bio, on va dire. Il y en avait pas mal en Bretagne, donc c'était une chance aussi. Ouais. Et je pars avec mes produits, je fais tester le produit, je laisse des produits partout. Euh, voilà, j'explique un peu qui on est, comment on travaille. Et il y a des magasins qui nous font confiance sans vraiment. Le produit était vraiment bon, déjà. Mm. Il était vraiment efficace. La problématique, c'est qu'il fondait l'été, donc en fait, je vendais de l'huile l'été plutôt que du déo. Ah oui. Pour ceux qui veulent voir la texture, c'est Endro Cosmétique Déodorant. C'est une petite crème en fait que on vient appliquer à la main et ça doit ressembler ça fond directement au contact de la peau, mais ça doit pas être liquide dans le pot. Voilà. Ok. Donc depuis, on a changé un peu la forme de peau. Et du coup, je prends ma voiture, j'y vais et j'arrive à rentrer quasiment 50, 100, 150 magasins, je crois, en 2 mois. Donc, Joli. donc costaud, ouais, très costaud. Les magasins me faisaient confiance, on rentrait des petites commandes, hein, 100 euros. 100 euros, ils Tester, prenaient, oui. Il ouais, prenait on pour avait voir, quatre comme on dit au poker, références. quoi. On avait 4 références, ils prenaient 5 de chaque ou Mm. 6 de chaque, ça faisait une commande à 100 euros. Les 15 premières commandes B2B qu'on a envoyées, elles sont toutes arrivées cassées. Voilà. Aïe. Parce qu'on s'est dit aussi que c'était en plus de faire le marketing, le commercial, le site internet, la production, c'était cool de faire la logistique aussi. Et, et en fait, envoyer du verre, c'est pas si simple. Mm. Donc aujourd'hui, au début, tout est arrivé cassé, comme d'ailleurs quasiment 50% de nos commandes Ulule. Ah oui. Voilà. Voilà. Ok. Donc tu parles de challenge. En vrai, au début, quand tu maîtrises pas, il vaut mieux soit te renseigner, soit essayer de faire par des professionnels. On a appris très vite, hein, du coup. Mm. On a appris très vite parce que sur les 700 ou 800 colis qu'on a envoyés sur Ulule, tu en as 400 qui sont arrivés cassés. Du coup, on a renvoyé à tout le monde. En termes de première expérience client, c'était pas incroyable. Mais par contre, si tu as un SAV qui est bon derrière, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de clients qui sont encore là aujourd'hui. Ok. Et donc, on développe comme ça. Et arrive le Covid. Donc, même en décembre, on a lancé le site internet. Ça a commencé à bien booster. On faisait quasiment, pour donner des chiffres, 30 à 40, voire 50 000 euros par mois avec Marion dès le décembre, quoi. Donc, on était deux. Ouais. Euh, Costaud. on envoyait 30, 40, 50 colis tous les soirs. Mm. On faisait tous les ticketages à la main tout seul. On faisait les productions le matin et marketing et commercial dans la journée, quoi. Donc, on Des faisait des grosses bonnes journées journées quand de même. 16 Ouais. heures. Ouais. Voilà, ouais. Bonne journée de 16 heures. Et après Noël, on s'est dit que c'était trop dur, là.
Mm. Donc, on a recruté 3 personnes Ok. et ils sont tous arrivés au fur et à mesure, quasiment juste avant le Covid. Donc, fin février, alors que c'était mars 2020, le Covid. Mm. Fin février, on a déménagé entre-temps parce qu'on a trouvé un nouveau laboratoire pour fabriquer. Et on est arrivé en mars 2020 avec notre équipe et notre nouveau labo. Et là, bam, Covid. Donc complexe. Mm. Tout le monde en chômage partiel. On se retrouve, nous, avec notre grosse première commande de 10 000 déodorants chez Biocop. Donc on avait signé Biocop au niveau national. C'était super, mais Mm. on se retrouve à deux à fabriquer pendant tout le mois de Covid, tout le premier confinement, en fait. Et donc là, pendant un mois et demi, quasiment toute la famille était en fait au Mm. laboratoire en train de fabriquer. Barbecue le midi, il faisait super beau. Et on avait des attestations pour tout le monde. Tout le monde était super content de bouger de chez soi. Et tout le monde venait fabriquer chez nous les déodorants pour la première commande. Sympa. Et Belle, c'était belle motivation quand même. une belle expérience, c'était cool. On en garde encore un bon état d'esprit, enfin, des bons souvenirs. Mm. Et après, écoute, ça a enchaîné. Hein. Nos 3 salariés sont venus, on a vite doublé, triplé. Et aujourd'hui, on est 40 dans l'équipe. Donc, on a 38, 39 salariés. Ouais. On a Endro, du coup, qui est présent dans 3000 points de vente en France et dans un peu plus de 10 pays. Euh, Chouette. la gamme, elle s'est assez élargie. On a fait déodorant, dentifrice, crème, shampoing solide, huile, gommage, crème solaire, baume à lèvres, gamme anti-âge et purifiante maintenant. Donc, on a 30 produits maintenant. Ok. Euh, on est toujours à Lannion. On est toujours dans les mêmes locaux dans lesquels on est rentré en mars 2020. Sauf qu'aujourd'hui, on a des pôles bien établis, on a une structuration. On est aujourd'hui une petite PME industrielle Mm. qui sort entre 10 et 15 000 produits par jour. Donc, euh, donc voilà, on fait à peu près, cette année, on a fait 5 millions de chiffre d'affaires, quoi. Très sympa, bravo. En 3 ans et demi, belle expérience et puis belle aventure que tu nous as racontée là avec Marion. Chouette. Voilà, donc tout ça pour dire que je vois beaucoup de marques aussi au départ qui pensent que ça vient d'un coup, mais pour moi, ça vient pas d'un coup. En fait, c'est vraiment étape par étape et mois par mois, il faut aller gagner, gratter, gagner des points de vente, gagner des clients sur le e-commerce et pas vouloir que ça explose comme a pu le faire Respire, par exemple, ou Typologie. Pour moi, c'est des marques qui sont très, enfin, ça peut pas se reproduire, quoi. Là, il y avait tout pour eux enfin, de façon à ce que ça se passe très bien. Mais si on veut créer une marque sur le long terme, et c'est ce qu'ils ont créé eux, mais on n'arrivera pas ça peut pas se passer, ne peut pas se passer comme ça. Par contre, si on vient chercher un tout petit peu plus chaque mois, on peut avoir une croissance saine, assez forte quand même, hein, parce que nous, on était sur des niveaux de croissance quasiment à 200%. Ouais. Donc, ça va assez vite quand même. Mm. La première année, on fait 1 million de chiffre d'affaires tout seul avec Marion. Donc là, je pense qu'on était une des entreprises les plus rentables de France. Mais, J'imagine. C'est clair. mais, mais à ce moment-là, c'est vrai que tu peux pas forcément tout le temps tenir comme ça sur le long terme. Donc, à un moment, il faut structurer, il faut mettre en place des pôles, il faut continuer à innover, il faut et puis au fur et à mesure, tu as de plus en plus d'exigences de tes partenaires distributeurs, ton site e-commerce, il devient de plus en plus perfectionné. Euh, Quand tu multiplies tes références, tu multiplies ton BFR. Enfin voilà, il y a pas mal de challenges aussi derrière. Mm. Ça marche. Et du coup, alors plus spécifiquement aussi, donc si on s'est rencontrés, c'était juste pour la petite histoire, c'est suite à un post LinkedIn que tu as posté où tu disais que c'était dommage justement qu'on mettait pas suffisamment aussi en avant le côté bien-être au travail dans les entreprises industrielles. Et donc du coup, c'est aussi une thématique dont je voulais parler avec toi aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est assez intéressant aussi. Et donc, vu à l'époque, justement, quand tu as communiqué dessus, j'ai bien senti que, voilà, que c'était un sujet qui te tenait vraiment particulièrement à cœur. Il y avait un peu tes tripes dans ce poste-là, quelque part, tu vois. Ouais. J'y réfléchis pas mal depuis quelques années. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est un sujet que vous aviez à cœur aussi avec Marion dès le début, dès que vous avez recruté vos 3 premiers salariés, ou c'est quelque chose qui s'est fait un peu progressivement, finalement, au fil de l'eau? Alors, c'était pas du tout prévu, pour être très transparent. Nous, on est devenu industriel un petit peu par hasard, entre guillemets, mais par contre, moi, je suis tombé dedans. J'aime beaucoup maintenant les machines. J'aime beaucoup le fait d'industrialiser, d'automatiser. L'automatisation, faut pas confondre l'automatisation et la perte d'emploi. Pour moi, c'est des choses qui sont complètement différentes. En fait, on vient essayer avec l'automatisation de justement automatiser les tâches les plus répétitives, les plus embêtantes, mais l'humain qui est autour et aussi, voire plus important,
que la machine. Euh, Nous, quand on a commencé à industrialiser, on s'est rendu compte un peu de tout ce qui se passait autour de nous. Lannion, déjà, c'est une grosse terre industrielle, plutôt dans la télécommunication au départ, mais ça reste quand même de l'industrie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des usines autour de nous, des usines qui étaient magnifiques, des usines qui employaient entre 500 et 1000 personnes et qui travaillaient sur 3-8, donc sur du 24 heures, etc. Et que c'était quelque chose qui roulait. Enfin, voilà, pour moi, Une ce qui est mécanique qui roulait. beau, c'est une mécanique qui est bien huilée, qui fonctionne bien, qui a un nombre de produits qui sort par jour. Je trouvais ça super. Mais ce qui m'a profondément choqué tout de suite, c'est bah, le bien-être de ces salariés-là au travail au départ, quoi. Des gens qui sont sur des lignes toute la journée, qui souvent sont des intérimaires parce qu'il y a un turnover de folie, euh, souvent qui sont pas forcément intégrés avec l'équipe bureau. Voilà, tout ça, c'est des problématiques qu'on a vues tout de suite. Aujourd'hui, je peux en parler à notre taille. Voilà, on n'est pas 200 non plus, donc c'est encore différent. Mais voilà, c'est quelque chose qui tout de suite m'a interpellé. Je me suis dit que ce serait cool de faire quelque chose d'assez différent. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que la plupart des postes sur lesquels les entreprises avaient du mal à recruter, c'était les postes d'opérateurs, quoi, directement, parce que c'est payé à lance-pierre, parce qu'ils n'ont pas de considération et parce que c'est des métiers qui sont physiquement chiants, quoi. Ouais. Ah oui, du coup, je savais pas, effectivement. Et donc, c'est difficile à recruter aussi sur ces Ah métiers-là. bah c'est ça, les gens ils veulent plus faire ça. Bah rester sur une ligne toute la journée, oui, c'est pas intellectuellement, c'est pas ouf. Euh, Et puis en plus, si on n'a pas la reconnaissance ni le salaire derrière, bah, à un moment, bah, ça manque de piliers, quoi, donc, Mm, pour pouvoir rester. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur ce pilier-là, quoi. ça marche. Et du coup, justement, bah, qu'est-ce qui est important pour toi sur ce pilier, sur ces piliers du bien-être au travail? C'est quoi les éléments les plus importants pour toi? Alors déjà, dans un contexte inflationniste comme actuellement, je pense que c'est le salaire. Mhm. Honnêtement, on a beau mettre tout en place dans l'entreprise, à un moment, si la personne, elle peut pas vivre à côté, il n'y a pas de motivation pour venir bosser. Et ça, c'est le premier truc pour moi. Même s'il n'y a pas que ça, hein, qu'on soit bien d'accord, mais quelqu'un qui n'est pas payé à la juste valeur, ou en tout cas, que moi, je pense que c'est sa juste valeur à l'instant T, je trouve ça dur. Donc, nous, on a mis le SMIC à 1650 net. Ok. Donc, c'est un gros, gros point qu'on a fait en 2023. C'était pas le cas en 2022. Voilà. J'aurais du mal en tant que patron à faire venir des gens travailler chez moi, pour l'entreprise, et qui ne puissent pas vivre de façon décente à côté. Mm. Ça, pour moi, c'était impossible. Donc, ce qu'on a préféré faire, c'est ne pas forcément augmenter les personnes qui avaient déjà des salaires plus élevés et de mettre toutes les augmentations, cette année en tout cas, dans les plus petits salaires. Ok. Voilà. Je crois beaucoup dans le partage de la richesse. Je pense que tout le monde ne doit évidemment pas avoir le même salaire parce que les opérations, les responsabilités, la pression est différente en fonction de chaque poste. Mais par contre, dans une entreprise, tout le monde doit pouvoir vivre avec son salaire. Et ça, c'est obligatoire. Ça marche. Donc, ouais, le salaire comme premier pilier, est-ce que tu vois d'autres choses qui sont aussi importantes pour toi Ouais. sur ces La piliers-là? reconnaissance. Le deuxième truc en industrie, c'est la reconnaissance. Je pense que c'est le cas dans d'autres sociétés. Nous, on a mis en place une météo sociale. C'est 15 questions qui sont envoyées de manière anonyme chaque mois à toute l'entreprise. Et dans ce questionnaire-là, il y a, on note de 1 à 5. Et est-ce que mon manager est reconnaissant de mon travail? De 1 à 5. Voilà. Et en fait, nous, on suit ces KPIs-là de mois en mois. Parce qu'au final, bon, ce qui n'est pas forcément le premier est important, mais c'est surtout l'évolution qui est importante. Donc, Mm. comment on va travailler avec les managers? Comment nous, on va travailler sur montrer la reconnaissance qu'on a envers les salariés sur les différents postes. Euh, donc, euh, donc là-dessus, nous, on a pas mal bossé avec les managers pour qu'il y ait de la création de liens entre les différents pôles, parce que ça fonctionne souvent comme ça. Souvent, le manque de reconnaissance, ça peut être un pôle envers un autre. Souvent, nous, dans l'industrie, il y a les commerciaux vs la production. Donc, Ok. c'est comment on crée du lien entre les deux. Ouais. Donc nous, il y a pas mal de commerciaux qui vont en production de temps en temps et inversement aussi, on fait des vies-ma-vie, hein, tout simplement, Ah, qui super, ok. permettent de comprendre en fait les différentes problématiques, Mm. comprendre que quand tu es en production, c'est complexe, comprendre que quand tu es commerciaux, tu n'es pas seulement en train de boire des cafés derrière ton ordinateur.
Voilà. Et en gros, on essaye d'abattre tous ces préjugés qui font Ouais. qu'au fur et à mesure, ta boîte, en fait, de l'intérieur, elle devient un peu pourrie, dans le sens où il y a des gens qui mettent des mauvaises ondes. Et donc, l'idée, c'est de créer une boîte où tout le monde a envie de bosser avec les autres. Ok. Voilà. Donc, la reconnaissance, pour moi, elle passe par là. Et évidemment, le premier facteur de reconnaissance, c'est le salaire. Ça marche. Donc, ok. Donc, salaire, reconnaissance, esprit d'équipe, quoi. J'entends aussi un petit peu dans ce que tu me Ouais. dis. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore ou... Ce qui est déjà pas mal, hein, mais. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Nous, on fait un team building tous les 2 mois. Ouais. Donc, une journée tous les 2 mois où le matin est consacré à une visite d'une autre entreprise industrielle. Toujours dans les parages, du coup enfin, Ouais, dans... bah, on va pas à Paris visiter mais on essaie de le faire au moins en Bretagne, quoi. On va visiter une autre entreprise industrielle pour voir les bonnes pratiques aussi à côté. Donc, nous, on est soumis à ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est des normes ISO. Ouais. Donc, on doit quand même avoir un niveau d'hygiène. Donc, on va visiter beaucoup les entreprises alimentaires. Ça peut être du chocolat, ça peut être des mousses. On va aussi visiter pas mal les distilleries, les brasseries, parce qu'on boit un coup de temps. Et l'après-midi, on fait souvent une activité sportive pour resserrer les liens dans les équipes. Donc, ça peut être la dernière, c'était du surf kayak. Du surf-kayak. Du kayak surf. En gros, tu viens sur les vagues surfer avec ton kayak. D'accord, mais je ne connaissais pas du tout. Ok, Voilà. intéressant. Donc, voilà, ça permet aussi de voir les gens dans d'autres circonstances. Il y a des liens qui se créent, on se parle différemment derrière. Des fois, il y a une personne où on avait du mal au boulot et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'affinités à côté et du coup, ça débloque quelques situations. C'est pas une solution à tout, mais on sent que ça rebooste en tout cas les équipes à ce moment-là. Ouais. Et je me souviens aussi, quand on avait discuté, tu m'avais dit, clairement, tu vois, c'est pas du tout les mêmes problématiques qu'on peut avoir, par exemple, justement, là où je suis à Lannion, que ça peut être à Paris, par exemple, aller boire un verre en fin de journée, c'est pas si simple que ça. Comment ça se ressent? Comment vous arrivez à trouver justement des solutions un peu différentes finalement? Ça passe par ce que je viens de dire. C'est sûr que nous, ici, déjà, tout le monde a la voiture. Donc, aller boire un coup, c'est assez vite fait. Hein. Une demi-heure, on boit un coup. Puis après, on peut pas boire un deuxième aussi. Donc, à Paris, il y a aussi cette notion-là de pouvoir aller faire un resto le soir, tous ensemble. Tout le monde est au même endroit. Tout le monde peut prendre le métro. Nous, c'est un peu différent. Bon, après, on arrive quand même à trouver des moments un peu sympas comme ça. Hein. Même si je pense que il faut pas tourner les team building autour forcément de l'apéro parce que ouais, pour moi, c'est pas là qu'on crée des vrais liens. Mais donc il y a ça. On essaye, voilà, de faire au maximum des vies ma vie. Voilà, essayer de créer du lien principalement là-dessus. Enfin voilà, les choses qu'on a mis en place sont à peu près ce que je t'ai dit là. Ça marche. Et du coup, est-ce que vous avez déjà, dans cet aspect-là, est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises à certains moments? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez rétabli la situation sur ces aspects? Ouais, on a fait pas mal d'erreurs. Hein. On a fait pas mal d'erreurs. Au début, on avait dit pas d'horaire. Donc, sauf que dans l'industrie, c'est très complexe. Pas d'horaire, ça c'est valable pour les gens qui sont en marketing, les commerciaux principalement. Et en fait, ce qui s'est passé dans les personnes en logistique et en production, c'est qu'elles étaient complètement perdues. Et au lieu de faire moins d'heures, elles en faisaient plus. Et du coup, elles voulaient les récupérer, mais du coup, c'était pas le deal de départ. Et du coup, en fait, il y avait rien qui fonctionnait. Et du coup, ça a perdu les gens plutôt que, en fait, on voulait leur donner de la liberté et ça a fait l'effet inverse. Ok. Donc, il faut faire attention aux livres qu'on lit, etc. aussi, parce que des fois, il y a des idées qui sont très bonnes, mais qui sont pas applicables à toutes les sociétés. Donc, sur une agence marketing parisienne, pas d'horaire. Moi, je trouve ça génial. Tu gères ton temps comme tu veux. Mais par contre, sur une société industrielle PME bretonne basée à Lannion, je pense qu'avoir des horaires fixes, avoir un cadre, avoir le salaire qui va bien et avoir un environnement de travail sain, je trouve que là, c'est plus pertinent. Voilà. Mais, mais aussi, au début, on était très pas entreprise libérée, mais dans cet état d'esprit-là et de se dire, voilà, vous avez un travail à faire, vous le faites dans le temps imparti. Mais en fait, il y avait tellement de travail, il y avait tellement de croissance qu'en fait, ils auraient pu bosser jour et nuit. Sans s'arrêter, du coup. Voilà. Donc, il fallait en fait un cadre. Ok. Limite, pour préserver finalement leur propre santé.
C'est ça. Ça marche. Ok. D'autres points, d'autres erreurs aussi, du coup, dont tu te souviens et qu'il a fallu un peu, qui t'ont permis d'avancer en fait sur ce sujet de la mise en place du bien-être au travail? Ouais, je reviens au salaire, mais l'équité aussi dans les salaires, c'est quelque chose qui est hyper important. Euh, Il y a bien un truc qui peut foutre la merde dans une boîte quand même, c'est le salaire. Mm. Donc maintenant, moi j'ai mis en place une grille salariale et on se base sur cette grille-là, peu importe le pouvoir de négociation de la personne en face. D'accord. C'est aussi ça, c'est que dans des entretiens, tu as des gens qui sont capables de négocier beaucoup mieux leur salaire que d'autres. Mm. En fonction des postes, les acheteurs, les commerciaux, certaines personnes négocient beaucoup mieux. C'est normal, c'est leur métier. Mm. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être mieux payés par rapport à ça, en fait. C'est parce que donc nous, on a essayé de mettre quelque chose qui nous paraissait cohérent par rapport au lieu, à l'entreprise, à la jeunesse de l'entreprise, à l'évolution, etc. Quelque chose qui nous paraît correct, qu'on a travaillé aussi ensemble. Mm. Et du coup, tout le monde est sur cette base-là, en Ouais, fait. ça Voilà. marche. Intéressant. Et du coup, justement, ouais, tu nous en parles de que vous avez travaillé ensemble. Justement, c'était la question que je voulais te poser aussi. C'est un petit peu, finalement, ces éléments de bien-être au travail. Est-ce que c'est toi et Marion uniquement qui pensaient, ou je me doute un peu de la réponse, mais ou est-ce que c'est plutôt fait de façon un peu plus collégiale et si oui, Ouais. comment en fait? L'idée, c'est d'impliquer les gens dans les décisions parce qu'une fois qu'ils sont impliqués, si ça foire, tout le monde, tout le monde se. Déjà, il y a beaucoup plus d'implication dans la décision quand tout elle est prise ensemble. Quand elle est prise Mm. ensemble, euh, quand il y a des décisions qui sont vraiment descendantes. Où nous, là, par contre, on décide les choses et c'est comme ça. Il y a certaines décisions parce qu'on pense qu'à long terme, c'est la bonne décision. Des fois, on se Mm. plante. Euh, Par contre, il y a beaucoup de décisions quand même, la plupart, qui sont prises de façon collégiale, soit avec les managers, soit directement avec tout le monde dans les pôles, etc. Et là, c'est hyper intéressant. Donc, on a des moments d'échange, notamment dans les team building, pour justement mettre en place des nouvelles façons de. Ça peut être, c'est con, hein, mais comment gérer le ménage au sein de la boîte, qui doit changer les papiers quand il y en a plus. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent créer des frictions tout le temps dans la boîte, mais en fait aujourd'hui, nous on est comme une petite maison où il y a des gens qui passent de 6 heures à 20 heures et du coup, il faut que ça fonctionne bien, il faut que ça Mm. tourne bien, il faut que ça soit propre, il faut que les gens se sentent bien et du coup, on voit plutôt ça comme ça. Donc il faut qu'il fasse bon aussi au niveau du chauffage. C'est des petits détails, Mm. mais qui font que tu as plus ou moins envie d'aller au boulot le matin, quoi. Il faut que tu aies un environnement sympa aussi pour travailler. Tout ça, c'est des choses que nous, on essaie de mettre en place. Ouais. Ça me faisait penser du coup quand on parlait, mais c'est presque comme, tu vois, comme à la maison, comme en couple, comme en famille. À un moment donné, pour que ça tout roule bien, il faut bien Ah bah, communiquer et puis il faut savoir qui fait quoi aussi, sinon ça crée des frictions aussi, je pense. je pense que les plus grosses frictions, en tout cas en nombre, c'est le nombre de personnes qui laissent traîner de la vaisselle au Mm. niveau de la cuisine. Ici, hein, je parle. Donc voilà, bon, c'est des bons problèmes parce que s'il y a que ça va. Ouais, voilà, Mais c'est ça. sur le long terme, ça peut créer de la tension entre des personnes Mm. et qui, au moment où ça va être un peu tendu sur le travail en lui-même, et ben là, ça peut être plus complexe, quoi. Ouais, c'est le phénomène de la cocotte minute, quoi. Les petites choses, les petites C'est choses, les ça. petites choses, jusqu'à ce que ça puisse exploser, quoi. Donc, faire Réussir à attention. faire vivre une équipe, c'est quasiment, c'est pas une famille parce que pour moi, on n'est pas du tout une famille. Il y a des relations hiérarchiques, voilà. Euh, une famille, c'est pas forcément le cas, mais par contre, on est plus comme une équipe, on va dire une équipe sportive où il y a des leaders et il y a des gens qui doivent avoir un certain rôle à un certain moment. Ces rôles peuvent éventuellement et doivent évoluer, mais au moment T, le rôle, c'est de faire ça. Donc voilà, chacun doit savoir ce qu'il a à faire et si c'est le cas, souvent, ça marche plutôt bien. Ça marche. Et du coup, alors pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont pas encore au même niveau que ce que tu nous as raconté là, du coup, à 30-40 personnes, etc. Qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce qui et qui commence par contre à avoir un début d'équipe, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils puissent entamer. Qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait finalement pour entamer ce sujet du bien-être au travail avec leurs premiers salariés, avec l'équipe qui commence à grossir? Ouais. Bah, premier truc, c'est que c'est pas tes potes, c'est pas ta famille, c'est pas tes potes. Il faut avoir une relation juste avec eux. Donc, si tu es juste avec tout le monde, de la même manière, peu importe tes infinités, peu importe, parce que il y a des gens qu'on aime plus que d'autres, mais c'est logique, c'est la nature humaine. Euh, L'idée, c'est pas aussi que
tu sois trop dans l'affectif, Mm. parce que quand il y a des moments un peu plus complexes, et ben, faut savoir être aussi un peu moins dans l'affectif. Mais je pense qu'il faut être très pragmatique, baser tout sur des faits, avoir des objectifs qui soient cohérents. Et une fois que tu as mis en place des objectifs cohérents et que derrière, tu demandes des comptes, entre guillemets, et ben, si tu demandes des comptes, tu demandes des comptes sur des choses qui sont quantifiables aussi et dans le temps. Donc voilà, on parle d'objectif SMART, Mm. mais moi vraiment, j'essaie de le mettre en place tout le temps parce que quand je dis à quelqu'un, bah voilà, c'est pas ça que j'attendais, pourquoi, c'est quoi l'écart par rapport au résultat attendu, j'ai tant que ça de retard, voilà. Mais c'est essayer de quantifier, d'essayer justement de le faire progresser. Et puis en tant que dirigeant, en tant que patron, moi je vois plus ma position comme un coach, voilà, et d'essayer sur chaque sujet d'amener les gens à être meilleurs que moi. Voilà, il y a plein de sujets où ils sont meilleurs que moi. Il y a des sujets où des fois ils ont des lacunes. Ça peut être une personne, elle peut galérer sur Excel, et ben ça ne me dérange pas de passer 1 heure et demie avec elle sur Excel si derrière ça lui donne de la valeur, elle se sent progresser. Et c'est là en fait derrière où les gens te le rendent derrière, parce qu'à un moment ils Mm. vont aussi quand il faudra faire le tout petit truc en plus qui fera la différence, Ouais. je suis sûr qu'ils le feront. Yes. Oui, ça me rappelle des souvenirs. C'est pour ça. Euh, et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en fait quand tu as commencé, tu vois, il y a 3 ans en arrière, si tu pouvais retourner dans le temps, tu vois, le Boris de maintenant qui revient 3 ans en arrière et qui parle au Boris d'il y a 3 ans, Ouais. qu'est-ce qu'il lui dirait, qu'est-ce qu'il lui conseillerait pour la suite? Bah, de comprendre que tout le monde n'a pas forcément le même enthousiasme que moi et que c'est normal parce que c'est pas leur boîte. Ouais. Voilà. Donc ça c'est important aussi. C'est que quand tu es cofondateur, quand tu es dirigeant, tu as l'impression que bah, tu es tout feu tout flamme, tu as plein Mm. d'idées, tu vas un peu dans tous les sens. En fait, c'est pas forcément des bons messages envoyés aux équipes. C'est important d'être enthousiaste, c'est important d'avoir plein d'idées, je pense, et d'essayer de les mettre en avant. Mais le message que tu dois renvoyer à l'équipe, c'est que c'est carré et que la stratégie est en place et que si on teste des choses, on les teste, on les met dans le temps, on met en place des choses, on met des ressources en face, etc. Voilà. Parce que tu peux, moi j'ai une capacité à engranger beaucoup d'informations et je peux traiter beaucoup de sujets, Mm. alors que certaines personnes, pas du tout. Eux, ils ont besoin de rester focus sur un sujet et ils vont être beaucoup plus performantes que moi à ce moment-là. Mais, euh, mais du coup, ça, c'est hyper important que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière que moi. Et, euh, et du coup, d'adapter ton discours, d'adapter tes objectifs, d'adapter ton accompagnement en fonction de la personne qui est en face de toi pour la faire grandir elle. Ok, ça marche. Et selon toi, du coup aussi, là, tu me parlais tout à l'heure, en fait, que tu voyais pas tellement ça plutôt comme une famille, mais vraiment plutôt vraiment comme une équipe. Selon toi, du coup, c'est quoi les bons ingrédients? Enfin, c'est quoi les ingrédients finalement d'une bonne équipe? Il faut de la mixité dans les caractères, des fonceurs, des gens beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus méthodiques, beaucoup plus opérationnels, des gens qui sont un peu plus dans la créativité, qui vont créer, qui vont penser à des choses qui sortent un peu de la norme, et puis des gens qui sont plutôt euh, bienveillants, qui vont plutôt penser au groupe plutôt qu'à l'individu. Pour moi, faut à la fois des compétiteurs individualistes qui vont peut-être pousser un peu plus les autres, et des gens qui vont créer toute l'atmosphère du groupe qui va faire que ça vit bien. Mm. Voilà. Et des fois, c'est pas du tout les gens qu'on attend qui vont faire ça, mais et, euh, c'est pas forcément des leaders qui vont créer ça au départ, mais c'est des gens qui, au fur et à mesure, avec leur bienveillance, avec les petits gestes, avec leur capacité à être présent tout le temps pour la personne, c'est eux qui vont créer une ambiance et qui vont se dire, ouais, là j'ai une équipe qui est solide, on peut avancer ensemble et ça marche bien. T'aurais un truc qui t'a particulièrement marqué, justement, tu vois, sur sur cette partie-là? Est-ce qu'il y a un truc qui t'est resté, une anecdote, voilà, qui t'a particulièrement marqué? Bah, on a fait une formation, c'était assez intéressant. On a fait une formation autour de la méthode DISC Mm. avec les Peut-être expliquer, couleurs. ouais, quand même. Parce que, Ouais, enfin, moi, je connais, mais ceux bon, qui écoutent, peut-être pas. c'est assez complexe, mais enfin, c'est pas très complexe, mais il faut regarder ce que c'est, méthode DISC. Vous pouvez être DISC, vous pouvez taper ça. En gros, c'est 4 couleurs qui donnent 4 comportements, on va dire, de personnalité. Et chacun, en fait, se positionne sur un des quarts de cercle. Euh, donc bon, il y a un questionnaire et en fait ta personnalité normalement ressort assez facilement. Moi, elle ressortait assez fortement vers le rouge. Vous pouvez regarder ce que c'est si vous voulez. Euh, et du coup, bah à ce moment-là, je me suis dit, ok, tout le monde n'est pas comme toi et tout le monde ne doit surtout pas être comme toi si tu veux que ça marche. Mm. Et c'est on revenait à ce qu'on a dit il y a 10 minutes, c'est que pour moi, il faut de la mixité, faut que ça crée, faut que ça soit complémentaire
Et avec Marion, on n'est pas du tout pareil. Marion, elle s'en fout du chiffre d'affaires. Elle s'en fout de la communication, entre guillemets, à l'extérieur. Enfin, voilà. Ça, elle, ce qu'elle veut, c'est sortir des bons produits. Et Ouais. des produits que les gens rachètent. Mm. Voilà. Et elle ne veut pas forcément les sortir dans les 3 mois, mais s'il faut 1 an et demi pour le développer, Mm. et ben, c'est ça qu'il faut, quoi. Donc, il Ouais, faut du ce coup, temps-là. vous êtes très complémentaires aussi. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que la complémentarité est quand même un facteur de réussite aujourd'hui. Ok, top. Ça marche. Et alors, c'est quoi vos prochains projets là maintenant à 40 personnes, à 5 millions de chiffre d'affaires, une dizaine de pays? C'est quoi la suite? C'est quoi les prochains Bah, objectifs? nous, on a pas mal de challenges. On a lancé une deuxième société qui est le laboratoire Calonne, Ok. qui lui est un laboratoire il y a un an, là, qui est un laboratoire de sous-traitance. Donc, en fait, faut savoir qu'à peu près 90% des marques cosmétiques ne fabriquent pas. Elles font fabriquer par des sous-traitants. Mm. Donc, nous, si je rappelle aussi, je reviens au début du podcast, personne ne voulait de nous parce qu'on était trop petits. Ouais. Donc, on a voulu recréer le labo de sous-traitance qu'on aurait bien aimé avoir au départ. Mm. Et entre-temps, on s'est dit, bon, c'est peut-être, on a une usine qui est neuve, c'est peut-être pas trop idiot de pas tout mettre, de pas tout mettre dans le même panier en termes de chiffre d'affaires et de pouvoir fabriquer pour les autres sur les temps où on fabrique pas, tout simplement. Mm. Donc, on a commencé à fabriquer pour une, deux. Aujourd'hui, on fabrique pour une quarantaine de marques. Ok. Voilà. Donc, ça nous permet de diversifier, de continuer à créer, d'innover, d'avoir 5 personnes en R&D. Et puis, donc ça, c'est le gros challenge. Donc, sur cette boîte-là, on attend une grosse croissance aussi. On a mis pas mal de choses en place pour que ce soit le cas. Mm. Donc, ça, c'est le premier axe de développement. Deuxième axe de développement, c'est l'export pour Endro. Donc là, on va aller chercher encore des pays. Aujourd'hui, ça représente 5% du chiffre d'affaires, donc c'est que dalle. L'idée, c'est que ça soit quasiment 10 à 15%, voire 20% l'année prochaine, quoi. Ok. Donc plutôt à l'export, travailler sur l'export Ouais. cette année, en fait, ça va être un peu le sujet. Et sur la France, ça va être Là, on a fait 3 ans vraiment de prospection forte. Donc, on a rentré beaucoup, beaucoup de points de vente. Là, ça va être peut-être de diminuer en nombre de points de vente, mais d'aller solidifier sur les 2000, 2200 qui fonctionnent vraiment très bien et qu'on va en fait aider, accompagner, former, échantillonner pour en fait passer de peut-être 3000, 4000 euros annuels à 8000, 10 000 euros en fait. Donc, en fait, là, on a passé notre première phase de prospection. On va passer plutôt dans la phase de fidélisation Ouais. et de montée en croissance sur ces magasins déjà existants. Ok. Et au niveau des sujets du bien-être au travail, ça va être quoi les prochains enjeux du coup? Les prochains enjeux, sur le bien-être, on est déjà pas mal avancé pour le coup, Ouais. je pense. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux en ce moment? Nous, on réfléchit au ticket repas en ce moment. Ok. On réfléchit à des sujets autour des horaires. On réfléchit à des sujets autour des congés maternité, à toute notre politique, on va dire, salariale, Ouais. que ce soit voilà, congé paternité, maternité, que ce soit éventuellement les intégrer dans l'actionnariat. C'est des sujets sur lesquels on réfléchit en ce moment. Ok, passionnant. Et on a un gros travail d'ergonomie aussi avec un ergonome. Comme nous, on est soumis sur de l'industrie, Ah, en fait, on a beaucoup de travail répétitif. oui. Donc, il faut qu'on préserve nos salariés Mm. sur tous ces sujets-là de TMS. Et donc, on fait venir un ergonome et sûrement un kiné qui viendra tous les mois, en fait, directement faire des séances sur le temps de travail. Chouette, c'est une belle initiative, effectivement, parce que enfin, sur ces tâches répétitives-là, ça peut effectivement créer pas mal de Ouais. problématiques. Ouais. L'idée, c'est que les salariés ne se trouvent pas cassés en fait, Ouais. à la fin de leur journée de travail. Quoi. Donc, Top, ça marche. Alors, on arrive un peu à la fin du podcast, donc je vais te poser les questions signature de Allume ton bise. Qu'est-ce que c'est pour toi les éléments de mindset qui t'ont particulièrement aidé à grandir, à évoluer en tant qu'entrepreneur dans l'aventure Andro? Qu'est-ce qui tu as appris? Qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui au quotidien encore dans ces éléments de mindset-là? après, moi, j'ai une nature je fais beaucoup de liens avec le sport, on en a déjà fait, mais j'ai une nature à jamais rien lâcher, ça c'est clair. Donc, pour moi, c'est un leitmotiv. En fait, on passe par des journées où c'est super, d'un coup c'est horrible, d'un coup c'est re-super parce qu'on a une bonne nouvelle. Donc, c'est des montagnes russes tous les jours. Aujourd'hui, j'ai réussi quand même, moi, à, à atténuer les pics
et à diminuer les bas, on va dire. Donc, j'essaie de rester dans une dimension un peu plus sereine. Ouais. Et même si je profite quand même de chaque victoire, mais les défaites ou les problèmes, j'essaie de me dire que de toute façon, moi, je suis là pour régler les problèmes. Mm. Donc, ça me permet d'être déjà dans un état d'esprit où j'arrive le matin et je dis, bah, il va y avoir des problèmes, je les attends, venez Je à les moi, attends. je suis là pour les régler de toute façon. Et je suis aussi dans une logique de mindset de se dire, il faut que moi, ma position aujourd'hui, c'est d'anticiper ces problèmes-là, Mm. de mettre en place les process auprès des gens pour que justement ils soient dans un confort et qu'ils n'aient pas besoin de régler ces problèmes-là. Mais le fait de jamais rien lâcher et d'aller chercher toujours un petit peu plus, un appel en plus quand tu es commercial, d'aller faire une commande en plus quand tu es en logistique, de se dire que qu'est-ce que je peux améliorer un tout petit peu mieux, le 1%, tu vois, tous les jours, c'est vraiment cet état d'esprit-là de dire comment je peux m'améliorer de 1% moi et comment je peux faire que les autres s'améliorent de 1% et comment je peux faire en sorte que mes process s'améliorent de 1% tous les jours. Mm. Voilà. 1%, plus 1%, plus 1%, au bout d'un moment, ça fait des sacrés C'est ce que pourcentages. On j'expliquais s'en tout à rend pas l'heure, compte, hein, mais les paliers, ouais, on parle des effets cumulés d'ailleurs, très bon livre. c'est ça. Euh, les effets cumulés, pour moi, c'est vraiment quelque chose, enfin j'y crois, parce que mon niveau il y a 3 ans par rapport à mon niveau aujourd'hui, peut-être que j'aurais mis peut-être 20 ans à l'avoir dans une grosse boîte, ça c'est sûr, Ouais. parce que j'ai été confronté à un nombre de problèmes vraiment fort, à un Mm. nombre de situations où j'étais vraiment dans la merde, et du coup c'est là, quand tu t'en sors, tu te dis, bon, bah, je suis toujours là, ça se passe bien, il y en aura d'autres, et ben venez, quoi. Mm. En discutant avec toi là aussi sur ce podcast, je sens que tu as t'as un rapport justement à l'échec et à l'erreur hyper relax quoi en fait. C'est-à-dire que on sent que voilà, t'es passé par pas mal de choses et que en fait ça fait vraiment partie du Ouais. jeu, ça fait partie du. Après, je dis ça, moi, parce que j'ai pas eu de gros échecs où je me suis dit, bah, c'est mort, quoi, pour Ouais. l'instant. Voilà. Donc, je peux dire ça pour le moment. J'ai un rapport au risque qui est clairement différent de beaucoup de personnes où, en fait, pour moi, je vis tout comme une expérience. Mm. Si ça marche bien, ouais, je vais faire en sorte que ça marche bien. Mais si ça foire, c'est pas grave. Ouais. Je ferai autre chose. Même si Andros se casse la gueule, dans 2 ans, c'est fini, bah écoute, je reprendrai autre chose ou j'aurais du mal, je pense, à repartir dans le salariat, mais je redémarrerai autre chose. J'ai plein d'idées, donc voilà, j'ai pas du tout peur de ça. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, c'est un risque pour certains entrepreneurs de se dire, je veux rester, je veux tout calculer, etc. De toute façon, ça se passera jamais comme prévu. Donc à partir de ce moment-là, tu peux faire tout ce que tu veux pour anticiper. Euh, c'est très complexe. Ça marche. Et du coup, si tu avais un dernier conseil, enfin un unique conseil, tu vois, le seul, le one, que tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel? Bah, c'est que avant de penser salarié, avant de penser marketing, avant de penser communication, avant de penser tous les autres sujets, le truc le plus important, c'est vendre pour moi. C'est vendre sa solution, vendre son produit, tester, faire tester le consommateur, etc. Et itérer sur le fait Mm. qu'il faut qu'il améliore. Donc que ce soit un SaaS, un produit, un service, de toute façon, euh, on s'améliore qu'en vendant. Donc avant de penser à... J'ai l'impression aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui pensent à tout sauf à vendre. Voilà, il faut avoir un article là, un article là, un article là, alors qu'au final, si tu veux aller vendre, bah, tu vas sur ton marché et tu vends directement à des gens. Bah, déjà, ça te permet d'apprendre des choses sur ta vente. Mm. C'est qui est ton client, comment l'adresser, qu'est-ce qu'il pense de ton produit vraiment, et pas seulement après des retours des retours B2C par exemple. Donc tout ça, c'est des choses. Voilà, pour moi, les entrepreneurs qui réussissent vraiment aujourd'hui, il y en a très peu qui sont seulement sur de la R&D ou des ingénieurs. Ils ont toujours quand même dans dans leurs associés quelqu'un qui est très fort en vente et qui est capable à la fois de vendre le projet ou à la Mm. fois de vendre le produit. Ok, ça marche. Ben merci Boris. Merci à toi, merci Christelle. Et puis bah, au plaisir de pouvoir rééchanger avec toi sur ce podcast ou autre part. Ça marche. Et peut-être juste avant de te laisser, si ceux qui nous écoutent, s'ils veulent te retrouver, comment ils te retrouvent aujourd'hui, comment ils retrouvent aussi Andro? Bah, LinkedIn, c'est Boris Logofic. C'est LE espace GO2F comme Frédéric IC. Je publie pas mal tous les jours sur LinkedIn. Et après, le site, c'est Endro Cosmétique. ENDRO, ça veut dire nature en breton d'ailleurs. Voilà, je disais qu'on était un peu chauvin, c'est un peu le cas. Donc Endro Cosmétique, et puis vous pouvez retrouver nos produits dans 3000 points de vente. Commencez par le déo, c'est un peu notre produit phare.
Et c'est là que vous allez vraiment voir la qualité du produit aussi. On a une gamme anti-âge qui est sortie. La gamme anti-âge, c'est à partir de 25 ans. Donc, moi, j'ai commencé déjà, je pense qu'en 3 ans, j'ai C'est pris tôt. 15 ans. Donc, D'accord. donc voilà, il faut ne pas hésiter à l'utiliser. Ça marche. Bon, et comme d'habitude, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que en fait, je vais mettre tous les liens de Boris dans la description de l'épisode, donc vous pourrez retrouver tout ça à cet endroit-là. Merci encore, Boris. C'était chouette Merci à comme toi. entretien. Et puis à bientôt. À bientôt.